l'ergothérapeute, il va permettre de résoudre les problèmes qui vont empêcher aux patients ou aux personnes d'accomplir les choses qui leur tiennent à cœur. Donc, c'est vraiment sur tout type d'activité, qu'elles soient professionnelles, de loisirs ou les activités de la vie quotidienne. Et du coup, un ergothérapeute, il va trouver des solutions pour relever les défis du quotidien et faire disparaître les barrières euh, pour vous permettre d'agir. Et donc de retrouver un rôle social et de mener une vie qui est satisfaisante. Donc, comme vous l'avez vu sur la droite, j'ai mis qu'il y avait des facteurs physiques, environnementaux et psychosociaux. En fait, l'ergothérapeute, il va s'intéresser, il va évaluer et il va agir sur ces trois types de facteurs, qui sont des facteurs physiques. Donc, par exemple, ça va être, je ne sais pas, par exemple, une déficience motrice, sensitive ou autre. Les facteurs environnementaux, donc ça va être sur tout l'environnement, que ce soit humain ou architectural, donc du patient. Et après, psychosociaux, c'est tout ce qui est relatif au psychisme et à tout ce qui concerne aussi les activités sociales. Jusqu'ici, ça va? Je ne vais pas trop vite ou je suis assez accessible? Bon, on va dire que oui. Donc, l'ergothérapie, à qui elle s'adresse? Donc, l'ergothérapeute, en gros, ou l'ergothérapie de façon générale, ça s'intéresse à vraiment tout type de population. L'ergothérapeute, il va être en capacité de prendre en charge des patients, donc des enfants, autant des adultes, aussi des personnes âgées ou encore des personnes qui sont en fin de vie. Donc, ses objectifs et ses missions à l'ergothérapeute, donc ça va être d'examiner non seulement, comme je vous le disais tout à l'heure, les effets physiques d'une lésion ou d'une maladie, mais il va également se pencher sur les facteurs psychosociaux et environnementaux qui influencent sa capacité à agir. Ça, je l'ai dit aussi un petit peu tout à l'heure. Donc, comment il va faire ça? Donc, par le biais d'entrevues, de bilans ou d'évaluations et de mise en situation concrète. Les mises en situation concrètes, ça va être par exemple, on va voir un patient et on va lui demander de nous montrer par exemple comment il fait pour se lever de son lit, comment il fait comment il se débrouille quand il fait par exemple la cuisine ou vraiment toutes les activités qui sont possibles et imaginables. Et du coup, grâce à ça, l'ergothérapeute il va obtenir des informations donc, au niveau des atouts et des faiblesses, donc on va dire des capacités, des incapacités des personnes. Il va aussi recueillir des renseignements sur la manière dont la personne elle réalise ses activités et dans quel contexte environnemental elle s'exerce. Il va aussi s'intéresser aux rôles sociaux et aux tâches particulières qu'ont les personnes dans tout ce qui concerne par exemple les soins personnels. Donc les soins personnels, ça va être tout ce qui est toilette, habillage, voilà. Tout ce qui est la vie domestique, donc ça va être par exemple faire le ménage, faire à manger, etc. Sur l'école, pour les personnes qui vont à l'école, les loisirs, sur tout ce qui est en lien avec la famille et le travail. Il va aussi préconiser ce qu'on appelle des aides techniques. Par exemple, ça peut être une aide technique, c'est un fauteuil roulant, une canne anglaise, ce genre de choses. Donc, il va préconiser des aides techniques, des assistances technologiques, des aides humaines, des aides animalières ou il va modifier un matériel, par exemple. L'ergothérapeute, il peut aussi permettre de prévenir, donc il n'agit pas que forcément sur des personnes qui ont une pathologie, il peut aussi intervenir en prévention sur un problème de santé ou du coup d'en réduire les effets. Il va participer aussi aux actions de promotion de la santé, de prévention, donc comme je l'ai dit, ou d'enseignement concernant les populations à risque de perte d'autonomie. Et donc, il intervient sur trois versants, celui de la rééducation, de la réadaptation et de la réinsertion. Donc là, ça c'est un petit diapo pour vous parler des différentes voies d'accès des études d'ergothérapie. Bon, après, là, vous êtes tous en PACES, donc les autres voies d'accès, c'est juste à titre informatif, hein. Après, ça dépend des écoles. Moi, par exemple, je suis issu de l'IFE de Mulhouse, donc l'Institut de formation en ergothérapie de Mulhouse. Et nous, il y avait 100% de personnes qui venaient de PACES. Il y avait une personne qui venait de Passerelle. Donc ça, c'était les autres voies. Après, il faut aussi savoir si ergothérapie, ça vous intéresse, qu'il y a d'autres moyens d'accès. Donc, il y a des concours internes aux écoles, puis il y a des passerelles pour les sportifs de haut niveau. Donc, les études, comment elles se composent? Donc, il y a 3 ans d'école. Par exemple, après la PACES, moi, j'ai fait 3 ans d'école. Et il y a 10 compétences qui sont relatives au décret de compétences de l'ergothérapeute qui sont à valider.
Et ces compétences, elles sont constituées de différentes UE. Donc, je vais reprendre, je ne connais pas par cœur les UE, mais pour vous dire un peu ce qu'on voit en ergo, il y a par exemple des cours sur tout ce qui est, par exemple, les structures anatomiques et les fonctions organiques. Il y a de la psychologie, il y a de la sociologie, de l'anthropologie, il y a de l'ergonomie. On travaille aussi, on a des cours sur tout ce qui est dysfonctionnement cognitif et psychique, ou aussi dysfonctionnement cardio-respiratoire et métabolique. Enfin, on a vraiment beaucoup de cours. C'est très très vaste, surtout par rapport au champ d'action dans lesquels on est amené à agir. Il y a aussi des techniques de positionnement, des cours sur les traitements orthétiques, enfin, sur de l'appareillage, etc. Il faut aussi savoir qu'à la fin de nos 3 ans, on a un mémoire de recherche à effectuer. Donc le sujet est libre, c'est l'étudiant qui choisit son sujet de mémoire. Et ça, c'est super important aussi, je trouve, dans nos études, c'est qu'on a des stages. On a pas mal de stages. Donc en première année, on a 4 semaines de stage. Il n'y a qu'un seul stage. Ensuite, en deuxième année, il y a 2 stages de 8 semaines. Et en troisième année, 2 stages de 8 semaines également. Donc, par exemple, au niveau de l'organisation, par rapport au stage, en première année, nous, on avait nos stages, enfin, c'est national, donc c'est pour toutes les écoles. Les stages, ils sont, par exemple, vous avez cours de septembre à juin, et tout le mois de février, vous avez en première année un stage. Et puis après en deuxième année, les stages, c'est septembre-octobre, et il y a en mai-juin. Ça, c'est deux périodes. Et sur la troisième année, c'est en novembre-décembre, et l'autre, c'est en mars-avril. Donc voilà, par rapport aux études. Ensuite, je voulais vous présenter les spécialisations possibles qui étaient envisageables après le diplôme d'État en ergothérapie. Donc il y a vraiment plein de choses dans lesquelles on peut se spécialiser. Donc ça peut être par exemple une licence pro. Il n'y en a qu'une seule qui existe, c'est une licence professionnelle qui est relative aux technologies de compensation des incapacités physiques. Donc je vous donne les petits noms, comme ça peut aussi, vous pouvez un peu imaginer ce qui est possible après. Il y a des masters. Donc il y a des masters européens en sciences de l'occupation, parce qu'en fait, en France, on parle d'ergothérapie, mais à l'étranger, ils parlent beaucoup de sciences de l'occupation. Et ça, c'est un master qui se fait en anglais, donc il y a des masters internationaux qui sont possibles. Il y a aussi des masters qui peuvent se faire en lien avec l'éducation thérapeutique. Donc ça, c'est un exemple, hein, c'est une liste qui est non exhaustive. Il y a des DIU et des DU, donc c'est des diplômes interuniversitaires ou des diplômes universitaires. Donc là, il y a vraiment plein de choses possibles et envisageables. Par exemple, en DU, il y a un DU de brûlologie, donc c'est tout ce qui est physiopatho et traitement des brûlures. Il y a rééducation et appareillage en chirurgie de la main. Il y a réparation juridique du dommage corporel. Enfin, il y a vraiment plein de choses. Après, sur des DU, il peut aussi y avoir des DU sur tout ce qui est troubles de l'apprentissage, l'accompagnement du vieillissement des personnes en situation de handicap. Il y a des DU sur les soins palliatifs et leur accompagnement. Donc vraiment, les possibilités sont vraiment très nombreuses après la formation si on veut se spécialiser. C'est pas une obligation, mais il faut le savoir. C'est intéressant de savoir que ça existe. Donc après, ça c'est une petite diapo aussi pour vous dire de façon non exhaustive où peut travailler un ergothérapeute. Donc l'ergothérapeute, il peut travailler en hôpital, dans une clinique, dans un CRF. Donc un CRF, c'est un centre de rééducation fonctionnelle, mais souvent on va parler de centre de rééducation et de réadaptation. Il peut travailler en maison de retraite, en maison d'arrêt, donc dans le milieu carcéral. Il peut aussi travailler en cabinet libéral, après dans des foyers d'accueil médicalisés, pardon, donc c'est le FAM, ou encore dans un centre d'information et de conseil en aide technique, donc le CICAT. Moi, pour ma part, je travaille dans une clinique qui propose de la rééducation et de la réadaptation. Après, l'ergothérapeute, il peut intervenir dans d'autres contextes, hein. Ça ne se limite pas aux quelques exemples que j'ai mentionnés sur le diapo. Il n'y a toujours pas de questions? Je peux y aller? On a une du coup, Théo, des questions. Ok. Si tu veux que je te la lise pour que tu y répondes maintenant. Ouais, bien sûr. Mais à mon avis, ça va peut-être être dans les diapos qui suivent, enfin tu me diras, Ok. c'est quelle est la différence entre du coup l'ergothérapeute, le kiné et le psychomotricien. Ok, et ben alors du coup, je veux bien y répondre à la fin. Ben, je ne dis pas Ouais, la différence entre tous, mais ça sera peut-être que mes réponses, elles vont ouais, un peu.
Que tes diapos vont apporter quelques éléments de réponse à ça. Ok, on y répond du coup à la fin, Jade. Donc Désolé. voilà, sinon pas d'autres questions. Ok. Et du coup, là, je voulais vous présenter des petits cas concrets Les zooms, enfin, c'est les gens. pour que vous puissiez avoir un peu une illustration du champ d'action de l'ergothérapeute. Donc, je ne vais pas développer, hein, je vais juste présenter par exemple une petite situation et puis dire ce que l'ergothérapeute il va pouvoir faire par rapport à ça. Donc, le premier cas, c'est Monsieur A qui a 31 ans, qui est atteint de schizophrénie et qui est incarcéré du coup à la maison d'arrêt de Lyon. Donc là, les objectifs et les missions de l'ergothérapeute, ça va être de travailler sur tout ce qui est habileté sociale, qui sont souvent déficitaires chez les patients qui sont atteints de cette pathologie. Donc ça va être travailler pardon, et ça va être travailler travailler le contact relationnel de la personne. Donc à travers des jeux, des activités de groupe. Donc voilà, ça permet également de travailler en gros le versant cognitif, sur tout ce qui est un peu stratégie, planification, inhibition aussi, qui peut intervenir justement dans le relationnel, quand on est en contact avec les gens. Les différents exercices qui vont être apportés par l'ergothérapeute, ça va permettre de travailler tout ce qui est par exemple gestion de la frustration et des diverses émotions qui peuvent animer les patients. Euh, il y a aussi des ateliers créatifs comme la peinture ou le dessin qui peuvent être un support pour utiliser la concentration par exemple. Le deuxième cas, c'est Madame D, qui a 40 ans, qui travaille sur une chaîne de production de l'usine Peugeot, qui souffre d'une capsulite au niveau de l'épaule droite. Euh, une capsulite, c'est une inflammation de la capsule articulaire qui englobe l'épaule, grosso modo. Et du coup, l'ergothérapeute, dans ce cas-là, eh ben, il va travailler donc, tout d'abord en rééducation du membre supérieur droit, donc avec des activités où, en gros, le membre supérieur il est stimulé. Euh, donc nous, en ergothérapie, par exemple, pour répondre à la question de Jade, la différence avec le kiné, c'est que souvent le kiné, il va faire des mouvements, ce qu'on va dire assez analytiques, donc sans but précis. C'est juste pour, enfin juste, c'est bien, hein. C'est pour travailler, renforcer au niveau musculaire, etc. Alors que nous, en ergothérapie, on va utiliser plutôt une activité, donc on va mettre en activité concrète le patient, donc que ça soit sur des jeux ou des exercices en mise en situation où justement on va stimuler aussi la motricité, tout ce qui est au niveau articulaire de l'épaule. Donc voilà, toujours en restant en infradouloureux, euh, donc pour éviter que le patient il ait trop mal. Et du coup, ça permet donc de travailler les amplitudes. Donc pour certains patients, dans ce cas-là, il y a... bon après non, ça c'est peut-être trop précis, mais ils peuvent travailler soit directement en actif, donc sans aide, ou alors après on peut commencer un peu à venir accompagner le patient dans son mouvement ou mettre une suspension c'est ce qu'on parle d'actif aidé, mais là du coup c'est peut-être un peu trop pratico-pratique, je ne sais pas. Dans ce cas-là aussi, l'ergothérapeute il va pouvoir visiter le lieu de travail de Madame D pour analyser comment elle travaille, voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas par rapport à cet environnement de travail. Et il va pouvoir préconiser des aménagements du poste de travail pour éviter d'aggraver la situation de Madame D une fois qu'elle retournera travailler. Le troisième cas, c'est Madame H, qui a 70 ans et qui est opérée d'une PTH suite à une chute sur une plaque de verglas. Comme on est en hiver, je me suis dit que c'était assez d'actualité. Donc, avec cette patiente-là, l'ergothérapeute, il va apprendre les mouvements qui sont interdits parce que quand il y a des opérations sur des PTH, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir dans les cours ou pas, il y a deux types de voies d'abord. Donc, la voie d'abord par laquelle le chirurgien il va mettre la prothèse. Et selon la voie d'opération, il y a différents mouvements qui sont interdits. Donc, du coup, l'ergothérapeute il va insister sur les mouvements qui sont interdits jusqu'à la période de cicatrisation. Et il va apprendre à la patiente à cette patiente-là, comment elle peut faire autrement pour sa vie quotidienne. Il va aussi fournir des aides techniques qui sont adaptées en fonction donc, des difficultés de la patiente dans son quotidien. Il va aussi travailler les transferts de manière autonome, indépendante et sécurisée. Les transferts, ça va être par exemple le passage je ne sais pas si vous savez, mais je préfère le préciser, c'est le passage par exemple de la position allongée à debout, ça va être par exemple aller dans la baignoire, aller dans la douche, monter dans sa voiture, enfin c'est les changements de position en gros, si on veut.
Et il va aussi la mettre en situation dans ses activités de vie quotidienne pour voir pour lesquelles elle est pour lesquelles il n'y a pas de souci, puis pour lesquelles il y a des problèmes. Et quand il y a des problèmes, du coup, il va l'aider dans ces activités-là. Et le dernier cas concret que je vous ai présenté, c'est Adam, qui a 8 ans et qui a été diagnostiqué porteur d'un trouble du spectre autistique, donc c'est ce qu'on appelle un TSA, qui est dysgraphique et dysorthographique. Il est scolarisé en CE2 ordinaire avec en gros une AESH individuelle. C'est une dame, je ne sais pas si vous avez déjà vu quand vous étiez à l'école primaire ou au collège, il y a des élèves des fois qui ont des personnes qui les suivent et qui les aident à prendre leurs cours, etc. Et ben là, c'est ça. Du coup, l'ergothérapeute, pour cet enfant-là, il va développer ses compétences de motricité fine. Donc, ça va être, par exemple, à travers différents exercices. Bon, souvent, avec les enfants, ça va être des jeux pour qu'ils puissent avoir des mouvements fins et précis qu'on peut retranscrire du coup dans l'écriture. Du coup, il va aussi y avoir une rééducation du geste graphique et de l'écriture. Si la rééducation elle n'est pas suffisante à ce niveau-là, et bien l'ergothérapeute il peut proposer une compensation par un moyen informatique. Donc il va apprendre à l'enfant à utiliser l'outil informatique si vraiment il a des grosses difficultés dans son écriture. Et l'ergothérapeute il va aussi accompagner l'enfant dans tous ses milieux de vie, par exemple à l'école, au domicile, sur ses lieux de loisirs. Donc voilà, moi j'en ai fini sur la présentation de l'ergothérapie. Je ne sais pas si j'étais clair, je ne sais pas si vous avez une vision un peu plus éclairée de ce que fait l'ergothérapeute et à quoi il sert. Et on va passer aux questions si vous en avez. Donc je vais peut-être déjà répondre à celle de Jade, qui était de savoir quelle était la différence entre ergo, kiné et psychomote. Donc c'est un peu compliqué parce que moi la psychomote, j'en ai côtoyé pendant mes études, mais ça reste encore un peu nébuleux pour moi. C'est vraiment très spécifique ce qu'ils font, mais de ce que j'avais compris, c'était en gros, le psychomote, il va travailler. Après, vous aurez. Non, je ne sais pas si vous assisterez ou pas à la présentation de la psychomotricité après, mais vous allez avoir une information dessus. Mais en gros, le psychomote, il va travailler sur tout ce qui est lien entre le psychisme et le corporel. Donc, il va beaucoup travailler sur le corps. Nous, en ergothérapie, vraiment, ce qu'il faut retenir, l'ergothérapeute, son but, c'est que le patient il soit autonome et indépendant dans toutes ses activités de vie quotidienne, ou du moins, si ce n'est pas possible, le plus possible, au maximum. Et quand il y a une atteinte dans ses activités de vie quotidienne, et ben, l'ergothérapeute, il va aider, il va apporter des moyens de compensation pour que la personne elle puisse retrouver ses activités de vie quotidienne, si c'est pas comme avant, du mieux qu'elle peut, selon ses capacités et ses incapacités. Et après, le kiné, voilà, du coup, les kinés, leur champ d'action est très vaste aussi, donc je ne saurais pas trop comment dire ce que font les kinés par rapport aux ergos, mais je sais que c'est différent. Comment je pourrais expliquer? Bon, de toute façon, effectivement, il y a la présentation kiné qui arrive juste après la 10h. Et puis ensuite, juste après kiné, on a les psychomotes qui viennent faire leur présentation. Et attends, ouais. Il y en a d'autres que je peux te lire. Il y a une question, c'est les concours à l'armée, vous connaissez le nombre de places par an en général? Est-ce que tu es renseigné là-dessus? Alors, à ma connaissance, en tout cas en ergothérapie, j'ai pas connaissance qu'il y avait des places par l'armée. Donc, du coup, je peux pas répondre à la question du nombre de places. Je sais que ça existait pour médecine, mais pour Ouais, les. ça, c'est sûr. Moi, je connais pour médecine et infirmier des Ouais, armées, mais ergothérapie, j'en avais pas entendu parler non plus. mais pour le paramédical, même de façon générale, même pour kiné, je pense. Je sais pas, enfin, j'avais pas connaissance que ça existait. Donc, du coup, je sais pas. Ok. Désolé. Je continue avec les questions. Oui. Alors, en tant qu'ergothérapeute qui a du coup un diplôme d'État, est-ce que c'est facile d'obtenir un travail à l'étranger? Ça dépend, ça dépend où à l'étranger. Moi, par exemple, je travaille en Suisse là actuellement, donc
c'est réalisable. Je peux parler de la Suisse si ça intéresse la personne qui a posé la question. Je ne sais pas ce que c'était pour l'étranger. Eh Mais ben, par exemple, Sarah, dis-nous dans le chat si tu veux qu'il parle un peu plus de la Suisse. Et elle complétait en fait sa question par est-ce que du coup, pour pouvoir avoir accès plus facilement à un travail à l'étranger, il faut faire un master à l'étranger préférentiellement? alors, j'ai connaissance, parce que j'ai pas mal de connaissances qui font ça, des ergots qui vont faire un master en ergothérapie, mais au Canada, donc au Québec, parce que là-bas, on peut exercer, mais par contre, eux, ils sont à niveau bac plus 5 au Canada. Donc, nous, quand on arrive avec notre petit diplôme français en bac plus 3, ils nous disent, ben, en gros, vous êtes aide ergo, vous n'avez pas le droit de travailler en tant qu'ergothérapeute. Donc, pour les personnes qui veulent travailler au Québec, enfin, ou au Canada, eh bien, il faut qu'ils fassent 2 ans en plus pour pouvoir exercer là-bas. Il y a une poursuite d'études qui est vivement recommandée, qui est même obligatoire pour pouvoir exercer en tant qu'ergo au Québec. Après, par rapport à l'étranger, il y a aussi des missions humanitaires qui se font beaucoup. Il y en a qui se font à travers l'Association nationale des étudiants en ergothérapie. Puis il y a aussi des différentes assos qui proposent des missions humanitaires pour les ergos. Ça rentre aussi à l'étranger. Puis après, la Suisse, moi par exemple, j'ai eu besoin de faire une équivalence de mon diplôme français. Donc comme en Suisse tout se paye, c'est assez cher, mais il y a juste à payer pour faire sa demande d'équivalence de diplôme. Ok. Et après, pour le Et reste, il y a deux personnes qui veulent bien que tu leur parles un petit peu de la Suisse. ok, à propos de quoi du coup? Parce que je pourrais en parler Euh, longtemps. je sais pas trop, c'est pas précisé. Raconte un peu ton Euh, expérience, hein, tout simplement. Après, du coup, moi j'ai commencé depuis pas longtemps. Là, ça fait une semaine que j'ai changé mon poste et que je suis en Suisse. Mais par exemple, je sais qu'en Suisse, les ergos, ils ont d'autres missions que celles qui sont habituellement faites par les ergos en France. Je vais parler de mon expérience parce que moi, en fait, si je suis parti en Suisse, c'est parce que je voulais beaucoup faire de tout ce qui était rééducation de la main. Et en France, il n'y a pas beaucoup de postes sur ça. Et en Suisse, c'est très développé. Donc, du coup, voilà, en France, c'est beaucoup les kinés qui font de la rééducation de la main. Et en Suisse, les kinés en font aussi, mais les ergos en font beaucoup et la demande est forte Ok. par rapport à ça. Après, les personnes qui voulaient que je parle de la Suisse, je ne sais pas, dites-moi par rapport à quoi vous voulez que je développe. Euh, peu, 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 peu. On va laisser le temps d'écrire sur le chat, je pense. Ouais, ouais, il n'y a pas de souci. Sinon, on peut donner la parole aussi si jamais il y a des gens qui veulent parler pour poser la question directement à Théo. Oui, Vous aussi, oui. mettez, soit vous pouvez lever la main, soit vous mettez parole dans le chat et on vous donne la Et, main. on avait juste, on peut répondre en attendant que les gens écrivent dans le chat. Il y avait Alice et je crois peut-être Pauline, je sais plus. Enfin, qui avait une question sur comment on choisit à la fin l'ergothérapie parmi les trois métiers de la rééducation à la fin du deuxième semestre. Ok, alors je pense que ça marche pour les différentes universités pareil, puisque là où j'étais à Mulhouse, en fait, on est tous issus de Dijon, Besançon et Strasbourg. Et en gros, pour mon cas, à Dijon, en gros, on passait un concours commun qui était métier de la rééducation, donc il y avait kiné, ergo et psychomote, comme chez vous. Et nous, il y avait 5 places en ergothérapie. Et en fait, à la fin de l'année, une fois qu'on a nos résultats, en fonction de nos vœux qu'on a classés, donc moi j'avais fait kiné, ergo et psychomote dans ma liste de vœux. Et en fonction de notre résultat, eh ben, on nous dit si on est admis sur liste complémentaire ou en liste d'attente sur les trois différentes disciplines, on va dire. Et ben moi, pour ma part, je voulais être kiné, je n'étais pas sur la liste kiné, mais du coup, j'étais pris sur la liste d'ergo. Donc en gros, Je crois que ça se passe pareil chez nous en fait. Oui, en fait, tout se fait sur Internet au moment de la classification des vœux et mm, vous avez voilà. à peu près, ouais, une petite semaine pour faire. Ça se fait en 2 étapes. Nous, il y a une première étape, je pense que ça marche pareil chez vous, hein. Mm. Il y a une première étape où tout le monde dit ce qu'il veut et met son ordre. Et puis après, une fois que tout le monde a fait son premier choix, il y a un deuxième choix en fonction des acceptations et des refus du premier choix. Voilà pour ta réponse à la question de Pauline. Et alors, il y a Julie qui a précisé ce qu'elle voulait pour la Suisse. Donc, pour travailler en Suisse, elle demande s'il y a besoin d'un complément de diplôme, quelque chose dans ce style-là. Ok, alors ça dépend. En gros, quand tu vas faire ta demande pour faire reconnaître ton équivalence de diplôme en Suisse, ils vont te demander
plein de choses, dont par exemple ton stage, enfin, les stages que tu as fait ou les expériences professionnelles que tu as eues, les diplômes en plus que tu as, donc en plus de ton diplôme d'ergothérapie. Donc ça peut être, nous par exemple, je sais qu'on avait des formations sur l'éducation thérapeutique du patient de premier niveau. On avait des formations un peu plus spécifiques sur des choses. Ça, tu peux le mettre aussi. Sur, il y avait quoi d'autre? Enfin, il te pose vraiment plein de questions autour de ta pratique professionnelle ou alors de ta pratique étudiante pour voir si, euh, si eux, ils ont les mêmes critères par rapport à ce que toi, tu as eu comme formation. Après, tu dois aussi détailler toutes les heures de... Enfin, après, ça, tu demanderas à l'école. Moi, mon école d'ergo, je leur ai demandé qu'ils me fassent un papier où, justement, ils disaient tous les cours qu'on avait eus, les enseignements, le nombre d'heures, etc. Donc, c'est vrai que c'est assez pointueux. Mais, euh, mais du coup, voilà. En dehors de ça, normalement, enfin, moi, j'ai pas eu de complément Enfin, j'ai pas eu de formation à faire en plus ou de stage en plus à faire pour avoir cette certification-là. En fait, il faut juste que pour la Suisse, faut payer. C'est à peu près 1 000 € pour faire reconnaître son diplôme français en Suisse. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question de la personne. Eh ben, si, c'est bon. Et pour répondre à Mathilde, enfin, tu l'as déjà dit tout à l'heure, mais effectivement, l'ergothérapie, ça ne se continue pas à Besançon. Ok. Voilà, je crois que tu l'as dit, hein, que c'était à Mulhouse, du coup. Ah oui, d'accord. Oui, par rapport à ça, ouais. En gros, oui, c'est ça. L'école, elle est située à Mulhouse. Il n'y a pas d'école à Besançon. Et peut-être que ça les intéressera, mais toi, enfin, du coup, c'est une question que moi je pose, mais tu as Mhm. trouvé facilement où te loger, par exemple? Enfin, je sais pas si tu es resté sur Dijon ou si tu Non, non, as... non. Non, en fait, tous, on a été habités à Mulhouse parce que tous les cours, c'est du lundi au vendredi. Je ne vais pas préciser nos heures de cours à peu près, mais quand on était en première année, grosso modo, c'était du 8h, 17h ou 18h, avec 1 heure de pause le midi. Et du coup, il y avait tout ce qui était travaux pratiques, cours magistraux à l'école, donc c'était beaucoup plus simple d'habiter sur Mulhouse. Et du coup, pour répondre à ta question, pour se loger, j'ai trouvé assez facilement parce qu'en fait, je connaissais une étudiante qui était une année au-dessus de moi et du coup, j'ai pu me mettre en colocation avec quelqu'un qui était dans ma classe mais que je ne connaissais pas encore. Parce qu'en fait, les deuxièmes années en ergo, ils ont toute la liste des premières années et du coup, ils savent déjà qui sera admis ou pas. Ok, Donc, du coup, au niveau des logements, non, ça va. Puis en plus, l'offre est assez. Il y a de quoi trouver sur Mulhouse, c'est assez facilement. grand. Ok, ok. Ah. Moi, je me permets de poser une petite question. Vous êtes à peu près combien en deuxième année quand vous arrivez? Alors, du coup, après le concours, on rentre en première année et on était. Alors, nous, à Mulhouse, on était 21. Ok. 21, ouais. On était 20 issus de la PACES. Donc, il y avait des places, comme je l'ai dit tout à l'heure, à Dijon, Besançon et Strasbourg. Et après, nous, il y avait une passerelle. Donc, la fille qui était en passerelle dans ma promo, c'était une fille qui avait fait sage-femme avant, qui avait arrêté en dernière année. Et puis, du coup, ça ne lui disait plus. Du coup, elle a eu le droit de faire une passerelle. Mais je pense que du coup, le fait d'être peut-être, en tout cas beaucoup moins qu'en médecine, vous vous connaissez peut-être vachement plus et c'est peut-être une meilleure ambiance, non? Alors, pour l'école de Mulhouse, ouais, on est vraiment des toutes petites promos. Et donc, on se connaît tous dans la classe, forcément. 21 personnes, on se voit tous les jours, on est tous tout le temps ensemble. Après, pareil pour les années sup, quand on arrive en première année, les deuxièmes années, ils nous proposent une petite semaine où ils nous intègrent, ils nous montrent tout ce qu'il y a à faire sur Mulhouse, on a des petites soirées, des moments avec eux. Et puis après, les troisièmes années, on les voit 2 mois après parce qu'eux, ils sont en stage à ce moment-là. Mais du coup, oui, tout le monde se connaît, l'ambiance est plutôt sympa. Et puis après, ce qui est bien aussi dans l'école, c'est qu'on est dans une école avec des psychomotes, des kinés, des infs et des aides-soignantes. Donc, du coup, après, on se voit souvent, nous, entre ergo et puis un peu psychomotes parce qu'on a des cours en commun avec les psychomotes. Ça, c'est bien aussi. Et les kinés, on les voit pas trop. Puis après, les infirmières sont beaucoup, donc on a moins de contact aussi avec eux. Mais en première année, on a des cours mutualisés aussi avec infirmières et psychomotes. Ok. Bon, pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions dans le chat, donc j'ai l'impression que tout était clair. N'hésitez pas, hein, à mettre vos questions dans le chat ou alors à prendre la parole, enfin nous dire parole dans le chat si vous voulez parler. Puis voilà.
Est-ce que pour ceux qui connaissaient pas trop l'ergothérapie ou pour qui c'était un peu nébuleux, j'ai pu vous apporter un peu une réponse concrète sur ce que faisait l'ergo? Est-ce que vous arrivez un peu mieux à comprendre ce que peut faire l'ergothérapeute et à quoi il sert ou pas? Si j'ai failli à ma mission ou pas. Bah, ils disent tous oui dans le chat et même moi, j'avais aucune idée de ce qu'était l'ergothérapie et je trouvais que ta présentation, elle est assez claire dans le sens où maintenant j'ai compris un peu les enjeux du métier et comment vous travaillez avec le patient. C'est vrai que c'est une approche complètement différente de celle qu'on peut avoir nous en médecine ou même dans les autres filières de santé. Ok, bon, ça va alors. Il y a une question un peu complexe si tu veux. Oui. C'est quoi un peu le souvenir, on va dire, qui t'a rendu un peu le plus fier de faire ce que tu fais? Ah, en une seule. Ouais, bah ouais, c'est l'objectif. C'est pour ça que c'est compliqué. Euh, Bon, après, c'est de façon un peu générale, c'est quand tu es en stage et que tu te prends en charge des patients, bah, ce serait plus quand tu es en deuxième ou en troisième année, parce que du coup, tu prends en charge les patients tout seul au bout d'un moment. Mais c'est quand les patients, tu sens qu'ils ont, en fait, ils arrivent, par exemple, je sais pas, une personne qui a, je sais pas, n'importe quelle pathologie, mais qui est vraiment en restriction majeure dans ses activités. Tu vois que, par exemple, c'est compliqué pour elle d'aller se laver ou de pouvoir aller à son travail ou d'autres choses. Et qu'à la fin de tes prises en charge, il est en capacité maintenant de faire ça, et puis qu'il est super content de pouvoir retourner à ses activités comme avant, et que bah, du coup, tu l'as quand même un peu aidé. Bah, après, souvent, les gens sont très, très gratifiants, donc bah, ils sont très remerciants plutôt. Et du coup, ça, c'est vrai que ça rend fier parce qu'on se dit qu'on sert à quelque chose et qu'on apporte quand même un mieux-être chez ces personnes-là. Bon, bah écoute, je pense qu'on peut te libérer maintenant, Théo. Ok, ça marche. Merci en Ah, tout cas d'être venu. Et ben, merci à vous de m'avoir permis de présenter l'ergo. Et puis, c'est top votre projet d'accompagnement des étudiants en santé. C'est vraiment génial. Ben, merci, puis on espère que à tous les P1 qui nous ont regardés, ça vous a plu aussi. Du coup, la présentation qui vient juste après, c'est la présentation à 10 heures avec les kinés. Donc, soit vous restez connectés, mais pensez à désactiver votre micro, soit vous vous reconnectez à 10 heures. Voilà.